Ma cousine voulait son repas de mariage gratuit en échange de visibilité. J'ai dit non, alors elle a dit trouver mieux. Je n'y suis donc pas allé. Le lendemain matin, je me suis réveillé avec des dizaines d'appels manqués. Je m'appelle Geneviève et à 32 ans, je ne m'attendais pas à ce que ma propre famille tente d'exploiter ma petite entreprise de traiteur à Lyon. Quand ma cousine Amandine a appelé pour annoncer ses fiançailles, j'étais sincèrement heureuse pour elle. Ce bonheur s'est rapidement évaporé lorsque sa voix mielleuse a révélé le véritable but de son appel. Elle voulait que je sois le traiteur de son mariage pour 250 invités, gratuitement. La façon dont elle a dit « ce sera une excellente visibilité pour ton entreprise », avec ce regard calculateur dans les yeux, m'a retourné l'estomac. Le chemin pour créer mon entreprise de traiteur, le sucré-salé, a été tout sauf simple. Pendant 8 ans, j'ai travaillé à la Société Générale, gravissant les échelons tout en ignorant la petite voix intérieure qui me rappelait à quel point j'aimais vraiment cuisiner. Chaque week-end, pendant que mes collègues se remettaient de leur gueule de bois ou rattrapaient leur retard sur Netflix, j'expérimentais des recettes et organisais des dîners qui devenaient de plus en plus élaborés. Le tournant est survenu lors d'une semaine particulièrement démoralisante au bureau. Notre département venait de finaliser un projet de fusion majeur qui nous avait fait travailler 16 heures par jour pendant 3 mois d'affilée. Mon patron s'est attribué tout le mérite lors de la présentation finale. Et alors que j'étais assise là, le regardant se prélasser sous les applaudissements, quelque chose en moi a cédé. J'ai réalisé que j'avais 30 ans et que j'étais profondément malheureuse dans ma carrière. Ce week-end-là, j'ai rédigé une lettre de démission et un business plan. J'avais économisé 45 000 € au fil des ans, en vivant dans un minuscule appartement et en prenant rarement des vacances. Mes amis pensaient que j'étais folle de quitter un emploi stable à 6 chiffres pour le secteur risqué de la restauration, mais j'étais déterminé. Avec le recul, j'étais probablement un peu folle, mais parfois, il faut cette touche de folie pour faire un saut dans l'inconnu. La première année a été brutale. J'ai converti ces 45 000 € en équipement, permis, support marketing et en caution pour un petit local de cuisine professionnelle. Chaque centime était compté, et je me surprenais à vérifier mon compte en banque qui diminuait avec une anxiété croissante. La cuisine n'avait rien d'extraordinaire, juste 55 mètres carrés avec des comptoirs en acier inoxydable industriel, un four professionnel et des unités de réfrigération qui faisaient des bruits inquiétants les jours de canicule. Mais c'était à moi, et cela la rendait magnifique. Mes journées de travail s'étiraient sur 16 heures, 7 jours sur 7. Je me levais à 4 heures du matin pour préparer les livraisons matinales, gérer les services traiteurs du midi, puis préparer les événements du soir, ne me couchant souvent pas avant minuit. Mes mains ont développé des callosités à force de manier les couteaux et des brûlures à cause des poêles chaudes. Mes pieds me faisaient constamment mal, mais étrangement, je me sentais plus vivante que jamais assise dans ce bureau climatisé. Les premiers clients étaient d'anciens collègues qui avaient pitié de moi, commandant des plateaux repas pour leurs réunions ou m'engageant pour de petits dîners. Beaucoup étaient clairement sceptiques quant à mon changement de carrière, mais suffisamment solidaires pour me donner une chance. Les critiques étaient positives, mais les contrats arrivaient au compte-gouttes. Le bouche-à-oreille est puissant, mais lent, surtout quand on part de zéro. Au bout de 3 mois, j'ai réalisé avec horreur que je risquais de ne pas pouvoir payer le loyer de mon appartement et de la cuisine. J'ai réduit toutes mes dépenses personnelles possibles, déménageant dans un appartement encore plus petit, éliminant tout luxe et mangeant les restes des services traiteurs. La fierté m'a empêché de demander de l'aide jusqu'à ce que ma mère me rende une visite inattendue et me trouve en larmes devant un tableur. Ce soir-là, elle et mon père m'ont proposé de me prêter 15 000 € pour maintenir l'entreprise à flot. C'était à la fois un soulagement et une nouvelle pression, sachant que je devais maintenant à mes parents leur fonds de retraite. La deuxième crise financière est survenue au bout de 6 mois. Un client professionnel a annulé un événement majeur avec seulement 2 jours de préavis, me laissant avec des milliers d'euros d'ingrédients et aucun paiement. Le contrat comportait une clause d'annulation, mais la faire valoir aurait signifié des frais de justice que je ne pouvais pas me permettre et potentiellement nuire à ma réputation. J'ai encaissé la perte et contracté un petit prêt aux entreprises pour couvrir les dépenses, ajoutant à ma dette croissante. La troisième quasi-faillite s'est produite au bout d'1 an. J'avais embauché 2 employés à temps partiel, Manon et Tristan, tous 2 diplômés d'une école hôtelière avec une expérience en restauration. Ils étaient talentueux et travailleurs, mais les charges sociales et les coûts d'assurance ont été plus lourds que prévu. Ce mois-là, j'ai sérieusement envisagé de fermer boutique, allant même jusqu'à regarder les offres d'emploi dans mon ancien domaine. Mais l'idée de retourner à cette vie après avoir goûté à la liberté était insupportable. La percée est finalement arrivée grâce à un coup de chance.
Un cadre d'une entreprise technologique a assisté à une fête d'anniversaire pour laquelle j'étais traiteur et a été impressionné par ma tarte aux myrtilles avec sa sauce citronnée aux herbes. Une recette transmise par ma grand-mère avec ma propre touche moderne. Il m'a engagé pour un petit événement d'entreprise, ce qui a conduit à une plus grande fête de fin d'année, puis à un flux régulier de clients professionnels. Sa recommandation avait du poids dans le milieu des affaires lyonnais, et soudain, mon téléphone n'arrêtait pas de sonner avec des demandes de personnes que je n'avais pas personnellement contactées. Cette tarte aux myrtilles est devenue mon plat signature, celui que les clients demandaient spécifiquement. J'ai commencé à expérimenter avec des variations saisonnières, créant une version fraise rhubarbe pour le printemps et une adaptation poire épicée pour l'automne. Chacune était servie avec la même sauce au citron distinctive que les gens n'arrivaient pas tout à fait à percer, grâce à l'ingrédient secret de ma grand-mère, une touche de citron, de thym et de lavande. À la fin de la deuxième année, le sucré salé était enfin rentable, bien que de justesse. J'étais passé à 5 employés à temps partiel et à un système de réservation en bonne et due forme. Mon appartement était toujours minuscule, et je travaillais encore 14 heures par jour. Mais l'angoisse existentielle s'était dissipée. Je construisais quelque chose de réel, quelque chose qui apportait de la joie aux gens par la nourriture, exactement comme j'avais toujours rêvé de le faire. Le sentiment de déposer ce premier vrai chèque de bénéfice sur mon compte en banque est quelque chose que je n'oublierai jamais. Ce n'était pas grand-chose, juste 3 000 € après toutes les dépenses, mais cela représentait une validation. Tous ces sceptiques, tous ces moments de panique, toutes ces nuits à me demander si j'avais fait la plus grande erreur de ma vie, tout cela en valait la peine pour ce seul instant où j'ai su que j'avais créé une entreprise durable en faisant ce que j'aimais. Ma relation avec Amandine a toujours été compliquée. Elle a 6 ans de moins que moi, fille unique de ma tante Suzanne. Et dès son plus jeune âge, il était clair qu'elle était la favorite de ce côté de la famille. Amandine a ce genre de beauté naturelle qui fait tourner les têtes, avec des cheveux blonds parfaits et le genre de sourire qui donne aux gens l'envie de lui plaire. En grandissant, j'étais la studieuse et maladroite, tandis qu'elle était la sociable que tout le monde adorait. La dynamique familiale a radicalement changé quand Amandine a eu 10 ans. Oncle Robert, un avocat influent, a quitté tante Suzanne pour sa secrétaire de 24 ans, ce qui a provoqué un divorce scandaleux qui a divisé les loyautés familiales. Tante Suzanne, dévastée et soudainement mère célibataire, a canalisé toute son énergie et son attention sur Amandine. Naturellement, elle voulait protéger sa fille de la douleur de l'abandon. Mais sa façon de faire a créé une enfant qui s'attendait à ce que le monde se plie à ses désirs. Suzanne a comblé Amandine de cadeaux, lui a rarement dit non et a constamment trouvé des excuses à son comportement. Les réunions de Noël sont devenues inconfortables alors qu'Amandine recevait des montagnes de cadeaux pendant que le reste des cousins regardaient avec une jalousie mal dissimulée. Ces fêtes d'anniversaire étaient des affaires somptueuses qui faisaient honte à des réceptions de mariage. À l'adolescence, Amandine avait développé une attente que les gens existaient pour satisfaire ses désirs. Notre histoire personnelle de conflit s'étend sur de nombreuses années. Le premier incident majeur s'est produit quand j'avais 24 ans et Amandine 18. Elle venait de terminer le lycée et assistait à un bal de fin d'année avec son petit ami. Sans demander la permission, elle est allée dans mon placard lors d'une réunion de famille et a pris ma robe de créateur, une folie à 600 € que j'avais achetée pour un gala de charité. Quand j'ai découvert qu'elle manquait et que je l'ai confrontée, tante Suzanne est intervenue, disant que j'étais mesquine et que je devrais être heureuse d'aider Amandine à passer une soirée spéciale. Amandine a rendu la robe avec une tache de vin sur le devant et sans excuse. Quand je lui ai demandé de payer le nettoyage à sec ou le remplacement, elle a ri et a dit « Ce n'est qu'une robe, Geneviève. Pourquoi es-tu si matérialiste ?» Sa mère l'a soutenue. Et pour maintenir la paix dans la famille, j'ai laissé tomber. La robe n'a plus jamais été portable. La deuxième exploitation notable a eu lieu 3 ans plus tard. Amandine m'a appelé en larmes, disant que sa voiture était en panne et qu'elle avait besoin de 2 000 € pour les réparations immédiatement, sinon elle perdrait son nouvel emploi. Contre mon meilleur jugement, je lui ai viré l'argent sur son compte ce jour-là. Elle a promis de me rembourser par mensualité à partir du mois suivant. Ces paiements ne se sont jamais matérialisés. Et chaque fois que j'abordais doucement le sujet lors des réunions de famille, elle disait à voix haute « Oh mon Dieu, tu es encore obsédé par ça ? Je pensais que tu t'en sortais bien à ton travail dans la finance. Je te paierai quand je pourrai. » L'incident de l'aéroport me revient particulièrement en mémoire. Amandine était partie en voyage entre filles à Nice et m'a appelé à minuit pour me dire que son vol de retour avait été modifié et qu'elle avait besoin que je vienne la chercher à l'aéroport à 2 h du matin. Malgré une présentation importante le lendemain,
j'ai mis mon réveil et j'ai conduit 45 minutes jusqu'à Lyon-Saint-Exupéry. Après avoir attendu sur le parking des pauses minutes pendant 1 heure et l'avoir appelé à plusieurs reprises sans réponse, j'ai finalement reçu un texto, j'ai trouvé un autre moyen de transport, j'ai oublié de te le dire. Désolé. Le lendemain, j'ai vu des publications Instagram montrant qu'elle avait en fait prolongé son voyage d'1 jour sans prendre la peine de me faire savoir que ma course à l'aéroport n'était pas nécessaire. La dynamique familiale qui permet le comportement d'Amandine est complexe. Ma mère, Laure, et ma tante Suzanne ont une relation tendue qui remonte à des rivalités d'enfance que ni l'une ni l'autre n'expliquera jamais complètement. Leurs interactions lors des réunions de famille sont froides et polies, avec des sous-entendus de tension que tout le monde fait semblant de ne pas remarquer. Cette division signifie que chaque fois qu'un conflit surgit entre Amandine et moi, la famille se scinde naturellement le long de ces lignes de faille préexistantes. Au-dessus de tout cela plane ma grand-mère Marguerite, une femme formidable dans ses 80 ans qui valorise l'harmonie familiale par-dessus tout. Sa réponse standard à tout conflit est « les liens du sang sont plus forts que tout, et la famille devrait toujours passer en premier ». Bien que ces sentiments semblent nobles, en pratique, ils se traduisent souvent par le fait que tout le monde s'accommode des membres de la famille les plus difficiles pour le bien de la paix. L'approbation de grand-mère Marguerite est importante pour nous tous, et la décevoir a un lourd coût émotionnel. La vie actuelle d'Amandine semble parfaite sur les réseaux sociaux. Elle travaille à l'agence Publicis en tant que chef de projet junior, un poste qu'elle a obtenu grâce aux relations d'oncle Robert plutôt qu'à ses qualifications. Son fil Instagram est soigneusement organisé pour mettre en valeur une existence glamour avec des photos de brunch au champagne, d'achats de créateurs et de vacances tropicales. Ce qui n'apparaît pas dans ces images soigneusement filtrées, c'est la montagne de dettes de cartes de crédit qu'elle a accumulées en essayant de maintenir ce style de vie. Jean-Luc, son fiancé, vient d'une famille réellement riche. Sa famille possède une société de courtage prospère où il travaille comme agent de change, conduisant une Tesla et portant des costumes qui coûtent plus que mon loyer mensuel. Les quelques fois où je l'ai rencontré, j'ai compris qu'il était charmant d'une manière polissée, mais qu'il manquait de profondeur ou de chaleur authentique. Il semble voir Amandine comme un accessoire attrayant plutôt que comme une partenaire, et elle semble satisfaite de cet arrangement tant qu'il s'accompagne d'avantages matériels. Leur projet de mariage reflétait ce système de valeurs superficielles. Ils ont choisi le manoir du Lac, le lieu le plus cher de la région lyonnaise, avec une liste de 250 invités, dont la plupart étaient des relations d'affaires de Jean-Luc plutôt que de vrais amis. Amandine publiait des mises à jour sur la planification du mariage depuis des mois, chacune plus extravagante que la précédente. Des invitations gravées sur mesure aux fleurs importées, en passant par une robe de créateur à 5 chiffres. Malgré tous les conflits passés, j'ai toujours essayé de maintenir une relation cordiale avec Amandine. Les réunions de famille ont lieu plusieurs fois par an, et j'ai trouvé plus facile de sourire et de détourner les conversations des sujets sensibles. J'espérais sincèrement qu'elle mûrirait avec le temps et développerait peut-être plus de considération pour les autres. Quand j'ai reçu son faire-part il y a 6 mois, j'ai noté la date sur mon calendrier et commencé à mettre de l'argent de côté pour un beau cadeau de mariage, déterminé à être la plus mature une fois de plus. L'appel qui allait bouleverser ma tranquillité d'esprit est arrivé un mardi soir d'avril. J'étais dans ma cuisine en train de tester des recettes pour un événement d'entreprise prévu pour le lendemain, entouré de différentes variations d'amuse-gueule et prenant des notes détaillées sur chaque itération. La sauce en réduction frémissante nécessitait mon attention et de la farine poudrait mes joues et mon tablier lorsque mon téléphone a sonné, affichant le nom d'Amandine. « Geneviève, comment vas-tu ? Qu'est-ce que tu fais ?» Sa voix avait cet enthousiasme artificiel qui m'a immédiatement mise sur mes gardes. Amandine n'utilisait ce ton que lorsqu'elle voulait quelque chose. « Salut Amandine, je travaille juste sur quelques recettes pour demain », ai-je répondu, coinçant le téléphone entre mon oreille et mon épaule tout en remuant la sauce. « Félicitations encore pour les fiançailles. Le lieu a l'air magnifique sur les photos que tu as postées. » « Merci. C'est justement pour ça que j'appelle. L'organisation du mariage se passe incroyablement bien, mais tu sais comment sont ces choses, tellement de détails. » Elle a ri légèrement. « Alors, quoi de neuf avec ta petite entreprise de traiteur ? Tu es occupé ? » La manière dédaigneuse dont elle a dit « petite entreprise de traiteur » m'a fait serrer la mâchoire, mais j'ai gardé une voix égale. « Oui, les choses vont bien. Nous sommes complets pour les 3 prochains mois, en fait. C'est génial à entendre. Je parle toujours à mes amis de ma cousine, la chef. Tout le monde est tellement impressionné que tu aies réussi. La plupart des petites entreprises font faillite la première année, tu sais.
2 ans d'existence et en pleine croissance, ai-je dit, forçant un sourire dans ma voix tout en me demandant quand elle en viendrait au fait. Mais je suis sûr que tu n'as pas appelé pour discuter de mes statistiques commerciales. Qu'est-ce qui se passe? Il y eut une légère pause avant que la voix d'Amandine ne prenne un ton plus sérieux. Eh bien, en fait, j'ai un petit souci avec le traiteur du mariage. Tu sais, on avait réservé cet endroit chic, les maîtres toqués du centre-ville. Ils viennent d'appeler aujourd'hui pour dire qu'ils augmentent leur prix de 30% à cause de l'inflation alimentaire ou quelque chose comme ça. C'est ridicule, Jean-Luc est furieux. C'est fâcheux, ai-je dit prudemment. Vous aviez un contrat avec un prix fixe? Oui, mais apparemment il y avait des petites lignes sur les ajustements du marché. Bref, ça m'a fait réfléchir. Sa voix s'est à nouveau éclaircie artificiellement. Tu sais, c'est peut-être une bénédiction déguisée. Je disais à Jean-Luc, pourquoi payer une entreprise de traiteur quelconque quand ma propre cousine a une entreprise de restauration? Mon estomac s'est noué en réalisant où cela menait. J'ai éteint le feu sous ma sauce et lui ai accordé toute mon attention. Amandine, le sucré-salé est complet jusqu'en août. Ton mariage est en juillet, c'est ça? Le 23 juillet, a-t-elle confirmé. Mais c'est la famille, Geneviève. Tu peux réorganiser les choses pour la famille. Et pense-y. Avoir ta cuisine à mon mariage serait une visibilité incroyable pour toi. Il y aura 250 invités, y compris le patron de Jean-Luc et beaucoup de clients potentiels fortunés. Cela pourrait faire passer ton entreprise au niveau supérieur. L'audace de sa proposition m'a laissé momentanément sans voix. J'ai pris une profonde inspiration et j'ai essayé d'aborder la situation de manière professionnelle. Amandine, j'apprécie que tu penses à moi, mais organiser un mariage de cette taille est une entreprise majeure. On parle de coûts de nourriture, de personnel, de salaire, de location de matériel pour 250 personnes. Normalement, cela coûterait entre 25 000 et 30 000 euros. Il y eut un silence avant qu'Amandine n'éclate de rire. Oh mon Dieu, tu ne t'attends pas à ce que je paie ça, n'est-ce pas? On est de la famille. Je t'offre une opportunité ici. Sais-tu combien les gens dépensent en publicité? Ce serait mieux que n'importe quelle publicité que tu pourrais acheter. Je comprends l'angle de la visibilité, mais j'ai quand même des coûts fixes que je dois couvrir, ai-je expliqué, essayant d'empêcher la frustration de s'infiltrer dans ma voix. La nourriture seule pour autant de personnes coûterait des milliers d'euros. Sans parler du fait que je devrais embaucher du personnel supplémentaire. Mais tu as déjà tout l'équipement et le reste, a-t-elle rétorqué avec dédain. Et tu ne peux pas juste prendre des ingrédients moins chers pour cette fois? Personne ne le remarquera. En plus, tes employés seraient aussi payés en visibilité. Tout le monde y gagne. Je me suis pincé l'arête du nez, sentant un mal de tête poindre. Amandine, la visibilité ne paie pas mon loyer ni les salaires de mes employés. Je peux t'offrir une réduction familiale, mais je ne peux pas travailler gratuitement. Ce n'est pas viable pour mon entreprise. Je ne pense pas que tu comprennes l'opportunité ici. Sa voix a pris un ton sec. La famille de Jean-Luc connaît tout le gratin de Lyon. Ces relations pourraient te mettre à l'abri pour la vie. Ne veux-tu pas contribuer au jour le plus important de ma vie? Quel genre de famille ne se soutient pas? Et voilà, le chantage affectif que j'attendais. Je te soutiens, Amandine, mais c'est mon gagne-pain. Demanderais-tu à tes amis photographes de couvrir ton mariage gratuitement ou aux fleuristes de donner des milliers d'euros d'arrangement? C'est complètement différent, a-t-elle lâché. Ce sont des entreprises établies. Toi, tu essaies encore de te faire un nom. Tu devrais me remercier pour cette opportunité. La conversation se détériorait rapidement. J'ai essayé une autre approche. Laisse-moi te préparer une proposition avec une réduction familiale significative. Peut-être qu'on peut trouver quelque chose qui nous arrange toutes les deux. Je n'arrive pas à croire que tu sois si égoïste. La voix d'Amandine s'est brisée avec ce qui ressemblait à des larmes répétées. Après tout ce que notre famille a fait pour toi, savais-tu que maman a aidé à convaincre grand-mère de te prêter de l'argent quand tu as démarré? C'était une nouvelle pour moi et complètement faux. À ma connaissance, ma grand-mère avait offert des encouragements, mais aucun soutien financier. Le prêt de 15 000 euros venait directement de mes parents. Amandine, ce n'est pas exact. Mais Elle m'a coupé la parole. Peu importe, Geneviève. Je pensais pouvoir compter sur toi. Je suppose que je me suis trompé.
Je dirai à tout le monde que tu étais trop occupé avec tes vrais clients pour aider ta propre famille. Maman sera tellement déçue. La manipulation était si transparente. Cela aurait été risible si ce n'était pas si exaspérant. Je n'ai pas dit non. J'ai dit que je ne pouvais pas le faire gratuitement. Il y a une différence. Laisse tomber, a-t-elle dit froidement. Je vais parler à la mère de Jean-Luc. Elle connaît le propriétaire du traiteur d'élite. Ils font des événements pour des célébrités. Amandine, s'il te plaît. Discutons rationnellement. Je dois y aller. Jean-Luc m'appelle. Réfléchis à ce que j'ai dit et fais-moi savoir quand tu auras changé d'avis. Ça pourrait être énorme pour toi, Geneviève. Ne gâche pas tout. Sur ce, elle a raccroché. Je suis resté dans ma cuisine, le téléphone à la main, la sauce maintenant trop réduite et ruinée. Toute la conversation m'avait laissé avec un sentiment de manipulation et de dévalorisation. Je savais par expérience que ce ne serait pas la fin. Bientôt, tante Suzanne appellerait, puis peut-être ma grand-mère, tout exerçant une pression sous différents angles jusqu'à ce que je cède. Le pire, c'était la petite voix dans ma tête qui se demandait si je ne faisais pas une erreur. Et si ces relations pouvaient vraiment propulser mon entreprise? Et si refuser faisait vraiment de moi l'égoïste? J'ai secoué la tête pour chasser ces pensées. Non, mon travail avait de la valeur. Mon temps avait de la valeur. Mes employés méritaient une rémunération correcte. Tenir bon n'était pas égoïste. C'était un respect de soi nécessaire. J'ai gratté la sauce brûlée à la poubelle et j'ai recommencé, mes mouvements plus agressifs que nécessaires pendant que je hachais des herbes fraîches. Comme prévu, mon téléphone s'est allumé avec le nom de tante Suzanne moins de 20 minutes plus tard. J'ai laissé sonner jusqu'à la messagerie. Ce soir, je devais me concentrer sur les clients qui appréciaient réellement mon travail au point de le payer. Le lendemain matin, je suis arrivé à ma cuisine professionnelle plus tôt que d'habitude, toujours troublé par la conversation avec Amandine. Mon chef de cuisine et ami proche, Michel, était déjà là, préparant les légumes pour le déjeuner d'entreprise du jour. La cuisine sentait le pain frais et l'ail sauté. Des odeurs qui me calmaient normalement, mais aujourd'hui, elles ne parvenaient pas à dissiper mon malaise. On dirait que tu n'as pas dormi, observa Michel, sans lever les yeux de son travail précis au couteau sur un tas de poivrons rouges. Stress de l'événement d'entreprise, ou drame familial? J'ai noué mon tablier avec plus de force que nécessaire. Comment as-tu deviné, famille? Ton visage de stress professionnel est différent de ton visage de stress familial. Le travail te rend concentré et intense. La famille te donne l'air de vouloir lancer des couteaux au lieu de couper avec. Il a désigné la cafetière d'un mouvement de menton. Café frais, extra fort. En me versant une tasse, j'ai raconté la conversation de la veille avec Amandine. L'expression de Michel est devenue de plus en plus incrédule jusqu'à ce qu'il pose finalement son couteau et me fixe. Laisse-moi voir si j'ai bien compris. Ta cousine veut que tu sois le traiteur d'un mariage de 250 personnes gratuitement. A-t-elle la moindre idée de ce que cela implique? L'incrédulité dans sa voix validait mes propres sentiments. Il nous faudrait au moins 12 membres du personnel, la location de chauffe-plat, de plateaux de service, le transport, sans parler de 3 jours de préparation. Apparemment, tout ça, c'est juste du matériel que j'ai déjà et que je devrais donner pour la visibilité, ai-je dit en faisant des guillemets avec les doigts. La visibilité? Michel a pratiquement crié le mot. On est en quelle année, 2010? Dis-lui de te payer en argent réel ou en followers Instagram. Il est retourné à sa découpe avec une vigueur renouvelée. Alors, qu'est-ce que tu vas faire? Je me suis appuyé contre le comptoir, tenant ma tasse de café. Je ne sais pas. La partie rationnelle de moi sait que c'est ridicule. Mais il y a aussi le complexe de culpabilité familiale. Tu sais comment c'est. Je sais, dit-il plus doucement. Mon frère pense toujours que je devrais être le traiteur des anniversaires de ses enfants gratuitement. Mais là, c'est un autre niveau, Geneviève. Nous avons passé l'heure suivante à discuter de compromis potentiels tout en nous préparant pour les services du jour. Michel, qui n'a jamais eu sa langue dans sa poche, était fermement dans le camp du « envoie-la promener », mais comprenait les complications familiales. Nous avons calculé exactement ce qu'un mariage de cette taille nous coûterait, environ 18 000 € rien qu'en nourriture, plus 7 000 € de personnel, salaire, équipement et transport. Même avec une généreuse réduction de 50%,
il nous faudrait au moins 12 000 € pour rentrer dans nos frais. Et si tu proposais de faire juste les amuse-gueules ou juste le plat principal, suggéra Tristan, notre nouvel employé, qui avait écouté discrètement tout en préparant de la pâte feuilletée. Ce n'est pas une mauvaise idée, ai-je admis. Limiter la portée pourrait rendre les choses plus gérables. Pendant une brève accalmie avant le service du midi, j'ai appelé ma mère pour lui demander conseil. Elle a répondu à la première sonnerie, suggérant qu'elle avait déjà entendu parler de la situation. « Amandine t'a appelé, n'est-ce pas ?» ai-je demandé en sortant pour avoir un peu d'intimité. « Suzanne m'a appelé, en fait, » a soupiré ma mère. « Elle semble penser que tu n'es pas raisonnable. »« Maman, ça me coûterait des milliers d'euros. » Ce n'est pas comme si Amandine demandait à emprunter une tasse de sucre. « Je sais, ma chérie. » J'ai essayé d'expliquer ça à Suzanne, mais tu sais comment elle est avec Amandine. La voix de ma mère était fatiguée. Elle semble penser que parce que tu as une entreprise, tu peux simplement le déduire de tes impôts ou quelque chose comme ça. Ce n'est pas comme ça que les déductions fiscales fonctionnent, ai-je gémi. Je perdrai quand même l'argent. Je sais. Écoute, personne ne s'attend à ce que tu travailles gratuitement, mais peut-être qu'il y a un juste milieu. Ta grand-mère est contrariée par toute cette histoire. Elle n'arrête pas de dire que la famille devrait s'entraider. La mention de ma grand-mère a ajouté une autre couche de pression. À 84 ans, elle était toujours la matriarche dont l'opinion avait un poids considérable. La décevoir aurait des répercussions dans toute la famille élargie. Je vais essayer de trouver une solution, ai-je promis avant de raccrocher. Plus tard dans l'après-midi, Michel s'est approché de moi avec une expression curieuse. Alors, j'ai fait quelques recherches via mes contacts dans le métier. Devine quoi? Amandine a déjà essayé de réserver 3 autres traiteurs. Tous les 3 l'ont refusé parce que son budget est absurdement bas. Tu n'étais pas son premier choix. Tu es son dernier recours. Cette information m'a piqué, bien que peu surprenante. Donc, elle essaie de me manipuler parce qu'aucun professionnel n'acceptera son contrat. Exactement. Et il y a plus. Cette société qu'elle a mentionnée, les maîtres toqués du centre-ville, ils ne font même pas de mariage. C'est un spécialiste des événements d'entreprise. Je parie qu'il n'y a jamais eu d'autres traiteurs au départ. J'ai ressenti un mélange de justification et de déception. La manipulation était encore plus profonde que je ne le pensais. Ce soir-là, après avoir terminé le service, j'ai reçu un texto de ma grand-mère demandant ma présence au dîner de famille du dimanche, dans 2 jours. Ces dîners avaient généralement lieu une fois par mois, pas chaque semaine. L'invitation spéciale était donc clairement liée à la situation du traiteur. Le dimanche est arrivé avec un sentiment d'appréhension. J'ai apporté une tarte aux pommes fraîchement cuite, la préférée de ma grand-mère, espérant adoucir la confrontation qui m'attendait. La maison familiale était exceptionnellement pleine, avec la voiture de tante Suzanne déjà dans l'allée à côté de celle de mes parents. À l'intérieur, l'atmosphère était tendue, malgré les tentatives de conversation normale. Amandine était visiblement absente, mais le sourire crispé de tante Suzanne m'a tout dit sur son humeur. Ma grand-mère était assise dans son fauteuil habituel, telle une reine, observant tout avec des yeux vifs qui démentaient son âge. Après le dîner, la vraie discussion a commencé. Tante Suzanne n'a pas perdu de temps pour en venir au fait. Geneviève, je pense que tu manques de vision à long terme concernant ce mariage. Amandine t'offre une opportunité incroyable de mettre en valeur tes talents. J'ai pris une profonde inspiration. Tante Suzanne, j'accorde une importance énorme à la famille, mais mon entreprise n'est pas un passe-temps. J'ai des employés qui dépendent de leur salaire, des fournisseurs qui doivent être payés. L'ampleur du mariage d'Amandine exigerait des ressources importantes. Mais tu peux sûrement faire une exception pour la famille, est intervenue ma grand-mère, sa voix douce mais ferme. Quand la famille a besoin d'aide, on se mobilise. C'est comme ça qu'on a toujours fait les choses. Je suis prête à aider, ai-je clarifié. J'y ai réfléchi toute la semaine, et je peux offrir une réduction de 40% sur notre forfait mariage standard. C'est une réduction substantielle. Tante Suzanne a ricané. 40% de réduction sur un prix gonflé, c'est toujours de l'exploitation. Amandine est ta cousine, pas un client d'entreprise. Mon père, habituellement silencieux lors des disputes familiales, a surpris tout le monde en prenant la parole. Suzanne, as-tu la moindre idée de ce que représente l'organisation d'un événement de cette taille? Les coûts de la nourriture à eux seuls mettraient Geneviève dans le rouge de plusieurs milliers d'euros.
Elle est en train de monter une entreprise, a rétorqué tante Suzanne. Parfois, il faut faire des investissements pour se développer. Ce n'est pas un investissement. C'est de l'exploitation, a répondu fermement mon père. La conversation a tourné en rond pendant une autre heure, devenant de plus en plus animée, puis se calmant, puis s'enflammant à nouveau. Ma mère a essayé de servir de médiatrice tandis que ma grand-mère insistait à plusieurs reprises sur la loyauté familiale. À la fin, j'étais émotionnellement épuisé, mais j'avais maintenu ma position sur mon offre finale, une réduction de 40% avec un plan de paiement échelonné sur 6 mois. Je transmettrai ta décision à Amandine, a dit froidement tante Suzanne alors que je me préparais à partir. Mais ne sois pas surprise si ton invitation au mariage se perd dans le courrier. En rentrant chez moi en voiture, je me sentais à la fois épuisé et soulagé. Le compromis que j'avais offert était plus que généreux, probablement trop généreux d'un point de vue commercial. Si Amandine le rejetait, au moins je saurais que j'avais fait de mon mieux pour équilibrer les obligations familiales et l'intégrité professionnelle. Plus tard dans la nuit, Michel a appelé pour prendre des nouvelles. C'était comment, le peloton d'exécution familiale? À peu près ce à quoi tu t'attendais, ai-je soupiré, mais j'ai tenu bon. J'ai offert 40% de réduction avec un plan de paiement. C'est encore incroyablement généreux, a-t-il dit. Presque trop généreux. Qu'a dit Amandine? Elle n'était pas là. Tante Suzanne transmet mon offre, ce qui signifie probablement qu'elle sera présentée sous le pire jour possible. Eh bien, je suis fier de toi de ne pas avoir complètement cédé, a dit Michel. Cette entreprise signifie trop pour la sacrifier à quelqu'un qui ne valorise pas ton travail. Ces mots ont renforcé ce que je savais déjà mais avais besoin d'entendre. Il ne s'agissait pas seulement d'un mariage. Il s'agissait d'établir des précédents sur la manière dont je laissais mon travail être évalué. Si je ne pouvais pas me défendre face à ma famille, comment pourrais-je un jour attendre des clients qu'ils respectent ma valeur? 3 jours plus tard, Amandine m'a finalement contacté, suggérant que nous nous rencontrions au Café du Lac, un café branché du centre-ville. Le fait qu'elle veuille me rencontrer en personne plutôt que de continuer par téléphone semblait prometteur, un signe qu'elle pourrait être disposée à avoir une conversation raisonnable. La journée était anormalement fraîche pour un mois de juin, avec des nuages gris menaçants de pluie. Je suis arrivé 15 minutes en avance, j'ai commandé un cappuccino et j'ai trouvé une table dans un coin avec un peu d'intimité. Le café était bondé de gens se rendant au travail, prenant leur dose de caféine quotidienne, des ordinateurs portables ouverts sur la plupart des tables. Le doux bourdonnement des conversations et des machines à expresso créait un bruit de fond confortable. J'ai repéré Amandine dès qu'elle est entrée, ses cheveux blonds parfaitement coiffés malgré l'humidité, portant un chemisier couleur crème qui coûtait probablement plus que mon budget d'épicerie hebdomadaire. Elle a commandé quelque chose de compliqué avec du lait d'amande et un supplément de mousse avant de se diriger vers ma table, son expression indéchiffrable. Merci de me rencontrer, ai-je dit alors qu'elle s'asseyait. J'apprécie que tu prennes le temps de discuter de cela en personne. Amandine a remué sa boisson méthodiquement, sans me regarder dans les yeux. Maman m'a parlé de ton offre, 40% de réduction. Oui, j'ai pensé que ce serait un compromis équitable. C'est la plus grande réduction que j'ai jamais offerte à quiconque. Elle a finalement levé les yeux, ses yeux bleus calculateurs. C'est encore beaucoup d'argent, Geneviève. Jean-Luc et moi sommes déjà au-dessus du budget pour le lieu et les fleurs. Je comprends que les coûts d'un mariage s'additionnent rapidement, ai-je dit, en gardant une voix égale. C'est pourquoi j'ai suggéré un plan de paiement. Tu pourrais l'étaler sur 6 mois, même après le mariage. Mais c'est justement ça. Elle s'est penchée en avant. Nous commençons notre mariage. Nous devrions épargner pour notre avenir, pas rembourser les dettes du mariage. Je pensais vraiment que tu voudrais contribuer à notre journée spéciale. L'insinuation que ne pas donner des milliers d'euros de services gratuits signifiait que je ne me souciais pas de son mariage m'a piqué, mais j'ai gardé une expression neutre. Je veux contribuer, Amandine. C'est pourquoi j'offre une réduction si substantielle, mais je dois aussi être pragmatique sur ce que mon entreprise peut supporter. Je ne comprends tout simplement pas pourquoi c'est si important pour toi. Sa voix a pris une qualité cajoleuse. Tu as déjà tout l'équipement de cuisine et le personnel. C'est juste une journée. J'ai pris une profonde inspiration. Laisse-moi t'expliquer ce que juste une journée implique réellement. Pour un mariage de ta taille, nous devrions commencer la préparation 3 jours avant. Cela signifie louer un espace de réfrigération supplémentaire car notre cuisine ne peut pas contenir assez de nourriture pour 250 personnes.
Je devrais embaucher au moins 6 employés temporaires en plus de mon équipe habituelle. Il y a le transport, le matériel de service, sans parler du coût réel de la nourriture. Mais il y aura tellement de gens importants là-bas, a rétorqué Amandine en se penchant en avant. Le père de Jean-Luc a invité le PDG de la Banque Populaire. Les Thomson seront là, et ils organisent des galas de charité chaque année. Ce sont des relations que tu ne peux pas acheter. Les relations sont précieuses, ai-je reconnu, mais elles ne paient pas mon personnel ni mes fournisseurs. Je ne peux pas demander à mes employés de travailler pour de la visibilité. Le téléphone d'Amandine a sonné avec un texto. Elle a baissé les yeux, a tapé une réponse rapide, puis a relevé les yeux avec une intensité renouvelée. C'était Jean-Luc. Il pense que je devrais simplement choisir le traiteur d'élite. Sa mère connaît le propriétaire, et il nous offre un forfait décent. Si cela convient mieux à votre budget, peut-être devriez-vous le faire, ai-je dit prudemment. Mais ce n'est pas la famille, a-t-elle dit avec une pointe de manipulation dans la voix. Cela signifierait tellement d'avoir ta cuisine à notre mariage. Tout le monde parle toujours de ton talent. Le compliment, clairement conçu pour m'amadouer, sonnait creux. J'apprécie cela, et j'adorerais être le traiteur de ton mariage, mais pas gratuitement. Amandine a remué son café avec une agitation croissante. Je ne pense pas que tu comprennes à quel point ce mariage est important. Il y aura des articles dans le carnet mondain de Lyon. Les bonnes relations pourraient transformer ta petite entreprise du jour au lendemain. Ma petite entreprise se porte plutôt bien grâce à un travail acharné et à des clients qui paient, ai-je dit, incapable d'empêcher une légère pointe d'agacement dans ma voix. J'accorde de la valeur à notre relation familiale, Amandine, c'est pourquoi j'offre une réduction si importante, mais je ne peux pas dévaloriser mon travail ou le temps de mes employés. Son téléphone a sonné 7 fois. Elle y a jeté un coup d'œil et m'a fait un signe du doigt avant de répondre. Salut, chérie. Je suis avec Geneviève maintenant. Non, elle est toujours difficile. Je sais, c'est ce que j'ai dit. Le mépris désinvolte de notre conversation pour qu'elle puisse se plaindre de moi à Jean-Luc juste devant mon nez a été la goutte d'eau. J'ai senti mon attitude professionnelle s'effriter. Passe le bonjour à Jean-Luc de ma part, ai-je dit assez fort pour qu'il entende. Amandine m'a lancé un regard agacé et s'est légèrement détournée. Je te rappelle dans quelques minutes, lui a-t-elle dit avant de raccrocher. Jean-Luc pense que je perds mon temps. Il dit que si tu te souciais vraiment de moi, ce ne serait même pas une discussion. C'est injuste, ai-je répondu. Se soucier de quelqu'un ne signifie pas lui donner tout ce qu'il demande, quel qu'en soit le coût pour soi-même. Ce n'est sain dans aucune relation. Peu importe. Amandine a levé les yeux au ciel. La vérité, c'est que j'essayais de te rendre service. Ta nourriture est bonne, mais ce n'est pas comme si tu étais une chef célèbre. Cette visibilité aurait été énorme pour toi. Le compliment déguisé était clairement destiné à me blesser. J'ai pris un moment pour me recentrer avant de répondre. Mon offre finale est une réduction de 40% avec un plan de paiement. C'est le maximum que je puisse faire tout en respectant mon entreprise et mon personnel. L'expression d'Amandine s'est durcie. Très bien, je trouverai quelqu'un de mieux. Elle s'est levée brusquement, attrapant son sac à main de créateur. Ne t'attends pas à un accueil chaleureux au mariage. Les gens sauront pourquoi tu as refusé de m'aider. Amandine, s'il te plaît, ne transforme pas cela en une division familiale. C'est une décision commerciale, pas un rejet personnel. Ça me semble plutôt personnel de mon point de vue, a-t-elle lâché. Grand-mère sera tellement déçue quand elle apprendra que tu privilégies l'argent à la famille. Avec cette dernière pique, elle a tourné les talons et est sortie, laissant son café à moitié fini sur la table. Je suis resté assise là pendant plusieurs minutes, un mélange complexe d'émotions me submergeant. Il y avait de la colère face à la manipulation, de la tristesse face à la rupture familiale que cela allait causer, mais aussi un sentiment de soulagement tranquille d'avoir tenu bon. J'ai sorti mon téléphone et envoyé un texto à Michel. C'est officiel. Je ne fais pas le mariage. Sa réponse est venue rapidement. Fier de toi. C'est elle qui perd. En retournant à ma voiture sous une légère bruine qui avait commencé à tomber, je me suis demandé si l'invitation au mariage serait effectivement annulée, comme tante Suzanne l'avait menacé. Une partie de moi espérait que ce serait le cas, m'épargnant une journée inconfortable de tension familiale. Une autre partie ressentait une tristesse sincère à la possibilité de manquer cette étape importante dans la vie d'Amandine.
Sentiments compliqués mis à part, 2 semaines se sont écoulées sans communication d'Amandine ou de tante Suzanne. Puis, à ma grande surprise, une invitation de mariage officielle est arrivée dans mon courrier, adressée à Geneviève Dupont et invitée. Le geste semblait conciliant, bien que je soupçonne qu'il ait plus à voir avec l'insistance de ma grand-mère qu'avec le pardon d'Amandine. Après mûre réflexion, j'ai décidé de ne pas y assister. Envoyer un cadeau et une carte sincère semblait plus sage que de participer à un événement où les tensions seraient vives et où les chuchotements me suivraient. J'ai coché et décline avec regret sur la carte RSVP et les renvoyer par la poste avec un chèque cadeau pour un magasin d'articles de maison haut de gamme. La décision m'a apporté un sentiment de paix que je n'attendais pas. Pour la première fois peut-être dans notre relation, j'avais établi une limite claire avec Amandine et l'avais maintenue malgré la pression. Quelles que soient les retombées, je savais que je m'étais respecté, ainsi que mon entreprise, et cela valait plus qu'une approbation familiale temporaire. Les semaines précédant le mariage d'Amandine ont été inconfortablement calmes de la part de la plupart de la famille. Mes parents m'ont cependant tenu au courant des ragots, et il était clair qu'Amandine avait raconté sa version des faits à toute la famille élargie. Selon ma mère, j'avais exigé une somme exorbitante et refusé d'aider une famille dans le besoin. Ces descriptions m'ont blessé, mais j'ai refusé de m'engager dans une campagne de va-et-vient pour me défendre. Les retombées étaient tangibles de manière petite mais significative. 2 membres de la famille qui avaient précédemment réservé le sucré-salé pour des événements à venir ont soudainement annulé, invoquant des problèmes de budget. Ma cousine Mélissa, qui avait toujours été amicale, est devenue visiblement froide dans nos échanges de textos. Même ma tante Patricia, habituellement solidaire, a envoyé un message pointu sur le fait que la famille devrait toujours passer avant les affaires, ayant clairement entendu seulement la version d'Amandine. Ma grand-mère appelait une fois par semaine, ne mentionnant jamais directement la situation du traiteur, mais laissant tomber des allusions sur le pardon et l'unité familiale qui rendaient sa position claire. Ces conversations me laissaient épuisé, prise entre le fait de tenir bon et le désir de plaire à la femme qui avait toujours été ma plus grande supportrice. Michel a été mon roc pendant cette période, me rappelant que ses réactions étaient temporaires et basées sur de fausses informations. Les gens qui connaissent vraiment ton caractère ne croiront pas à ces bêtises, m'a-t-il assuré après que j'ai reçu un texto particulièrement méchant de tante Suzanne. Et tes vrais clients apprécient suffisamment ton travail pour le payer. Il avait raison, bien sûr. Malgré le drame familial, le sucré-salé prospérait. Nous avions signé avec 3 nouveaux clients professionnels et étions complets jusqu'à l'automne. Si quoi que ce soit, la distance forcée des obligations familiales m'avait permis de consacrer plus d'énergie à la croissance de l'entreprise. À l'approche de la date du mariage, j'ai envoyé un dernier texto à Amandine pour lui souhaiter une belle journée, essayant une dernière fois de séparer le désaccord commercial de notre relation familiale. Elle a répondu par un laconique merci, ce qui était plus de reconnaissance que ce à quoi je m'attendais. Le jour du mariage, je me suis délibérément engagé pour un petit service traiteur, une fête pour un 40e anniversaire qui me tiendrait occupée et distraite. Michel et moi avons passé la matinée à préparer en cuisine. Le rythme familier de la découpe, de la cuisson et du dressage était une diversion bienvenue des pensées de la cérémonie élaborée qui se déroulait à l'autre bout de la ville. Pas de regret de ne pas y aller, a demandé Michel alors que nous chargions la camionnette avec la nourriture préparée. Aucun, ai-je répondu honnêtement. Y aurait créé une tension dont personne n'a besoin le jour d'un mariage. C'est mieux pour tout le monde. La fête d'anniversaire s'est bien déroulée. Le client était ravi de notre menu sur le thème méditerranéen. Alors que nous rangions vers 20h ce soir-là, mon téléphone a vibré avec plusieurs notifications successives. Je les ai ignorées jusqu'à ce que nous ayons fini de charger la camionnette, supposant qu'il s'agissait d'alertes de réseaux sociaux. Quand j'ai finalement vérifié mon téléphone sur le siège passager alors que Michel nous ramenait à la cuisine, j'ai été surprise de voir plusieurs messages de membres de la famille qui étaient au mariage. Le premier était de mon cousin Romain, la situation nourriture ici est une catastrophe. Tu as échappé à une balle en ne faisant pas ce traiteur. Un autre de ma tante Patricia, qui avait été froide avec moi pendant des semaines, je te dois des excuses. Maintenant, je comprends pourquoi un traiteur professionnel coûte ce qu'il coûte. Un troisième du mari d'une cousine, les gens partent le ventre vide. Certains sont déjà allés chercher un fast-food. Confuse, j'ai appelé Romain pour plus de détails. Il a répondu à la première sonnerie, le bruit ambiant suggérant qu'il était sorti du lieu de réception. Geneviève. Oh mon Dieu. Tu n'imaginerais jamais le spectacle que cette réception est devenue, a-t-il dit sans préambule.
Que se passe-t-il? Ai-je demandé, mettant le téléphone sur haut-parleur pour que Michel puisse entendre. Alors, Amandine a choisi une société de traiteurs bas de gamme dont personne n'a jamais entendu parler. Ils sont arrivés en retard, pour commencer. Les amuse-gueules étaient de tristes petites choses surgelées à peine réchauffées. Le plat principal était censé être de la côte de bœuf, mais je jure que c'est la coupe de viande la moins chère que j'ai jamais vue, totalement trop cuite. La moitié des accompagnements ne se sont jamais matérialisés. Ça a l'air horrible, ai-je dit, sincèrement compatissante malgré tout. Personne ne méritait de voir son jour de mariage gâché. C'est encore pire, a poursuivi Romain. Il y a environ 1 heure, les gens ont commencé à se sentir mal, maux d'estomac, nausées. Le stand de fruits de mer n'a apparemment pas été maintenu à la bonne température. Au moins 3 personnes ont déjà vomi, y compris l'oncle de Jean-Luc. Le directeur du lieu est furieux. Michel m'a lancé un regard alarmé en conduisant. La sécurité alimentaire n'était pas une plaisanterie dans le métier de traiteur, et le contrôle de la température pour les fruits de mer était absolument essentiel. Est-ce qu'ils arrêtent tout? Ai-je demandé. Pas officiellement, mais les gens partent en masse. Amandine est en larmes dans la suite nuptiale. Jean-Luc menace de poursuivre le traiteur. Sa mère dit à qui veut l'entendre qu'elle les avait prévenus de ne pas choisir l'option à bas prix. Une vague d'émotions contradictoires m'a envahi. De la sympathie pour la journée gâchée d'Amandine. De la justification que mes préoccupations professionnelles s'étaient avérées valides. De l'inquiétude pour les invités malades. Et une petite pointe honteuse de satisfaction que le fameux quelqu'un de mieux ait échoué si spectaculairement. C'est terrible, ai-je dit, repoussant les pensées moins charitables. Tout le monde va bien? Quelqu'un a besoin de soins médicaux. Le lieu a appelé les secours pour la grand-mère de Jean-Luc par précaution, mais je pense que tous les autres se sentent juste misérables plutôt qu'en danger. C'est un tel gâchis, Geneviève. Et tu sais ce que plusieurs personnes m'ont dit? Si seulement Amandine avait laissé Geneviève s'occuper de ça. Alors que nous arrivions à la cuisine pour décharger, d'autres textos sont arrivés, y compris des photos d'assiettes à moitié vides avec de la nourriture peu appétissante et une vidéo du personnel se disputant avec le directeur du lieu. Les réseaux sociaux se remplissaient déjà de publications d'invités sur le cauchemar du traiteur du mariage, beaucoup taguant Amandine et Jean-Luc. J'ai décidé d'éteindre mon téléphone pour la nuit. Il n'y avait aucune satisfaction à regarder ce désastre se dérouler, et j'avais besoin de temps pour traiter mes sentiments sans les mises à jour constantes. Quelle que soit la justification que je pouvais ressentir, elle était éclipsée par une tristesse sincère que la journée spéciale d'Amandine ait été gâchée, indépendamment de nos désaccords. Ça va, a demandé Michel alors que nous finissions de nettoyer la cuisine. Ouais, ai-je soupiré, je me sens juste bizarre à propos de tout ça. Je ne voulais pas ça pour elle, même après tout. C'est parce que tu es une bonne personne, a-t-il dit simplement. Contrairement à certaines personnes que l'on pourrait mentionner. Je suis rentré chez moi en silence, me préparant mentalement aux retombées familiales qui suivraient inévitablement. Cette situation ajouterait une autre couche compliquée à des relations déjà tendues. Une partie de moi se demandait si je serais blâmé d'une manière ou d'une autre, comme si mon refus d'être le traiteur avait directement poussé Amandine à choisir une alternative dangereuse. La logique familiale pouvait être tordue de cette façon. À la maison, j'ai pris une longue douche, essayant de laver les émotions compliquées de la journée. Avant d'aller me coucher, j'ai envoyé un simple texto à Amandine, j'ai entendu ce qui s'est passé aujourd'hui. Je suis vraiment désolé que les choses ne se soient pas déroulées comme prévu. Je suis là si tu as besoin de quoi que ce soit. Je ne m'attendais pas à une réponse, mais il me semblait important de tendre la main avec compassion plutôt qu'avec jugement. En m'endormant, je me suis rappelé que défendre mon entreprise avait été la bonne décision, quel que soit le résultat malheureux. Je n'aurais pas pu prédire ce désastre, et il n'était pas de ma responsabilité de l'empêcher. Parfois, les conséquences des choix des autres n'étaient pas mon fardeau à porter, une leçon que j'avais mis bien trop de temps à apprendre. Le lendemain matin, je me suis réveillé au son insistant de mon téléphone. Les yeux encore embrumés, je l'ai attrapé pour trouver l'écran rempli de notifications, 15 appels manqués d'Amandine, 8 de tante Suzanne, 5 de ma grand-mère, et des dizaines de messages textes. Il n'était que 7h30, ce qui suggérait que ce barrage avait commencé exceptionnellement tôt. Le texto le plus récent d'Amandine disait simplement « Je suis désolé. J'avais tort. J'ai besoin de ton aide. S'il te plaît. » Avant que je puisse traiter ces excuses inattendues,
mon téléphone a de nouveau sonné avec le numéro de ma mère. J'ai répondu, encore à moitié endormi. Geneviève, tu as vu les nouvelles? Elle semblait agitée. Les nouvelles? Non, je viens de me réveiller. Que se passe-t-il? C'est partout sur les matinales locales. Désastre à une réception de mariage, 40 personnes hospitalisées. Il ne donne pas encore de nom, mais c'est le mariage d'Amandine. L'entreprise de traiteur a apparemment violé plusieurs codes d'hygiène. Les fruits de mer sont restés complètement non réfrigérés pendant des heures. Je me suis redressé d'un coup, soudainement bien réveillé. 40 personnes? Romain n'a mentionné que quelques maladies hier soir. C'est devenu bien pire après minuit. Les symptômes ont frappé plus de gens plus tard. Les parents de Jean-Luc ont emmené sa grand-mère aux urgences, et quand les médecins ont demandé ce qu'elle avait mangé, cela a déclenché une enquête. Le lieu de réception est également mis en cause pour ne pas avoir arrêté le service de nourriture plus tôt. Oh mon Dieu, ai-je soufflé, l'ampleur du désastre devenant claire. Est-ce que tout le monde va bien? Pas de décès, heureusement, mais plusieurs invités âgés sont toujours hospitalisés. C'est un cauchemar complet. Le lieu menace de poursuivre Amandine et Jean-Luc pour avoir fait appel à un traiteur non agréé, et ils envisagent une contre-poursuite, affirmant que le lieu aurait dû vérifier les qualifications du traiteur. Mes alarmes professionnelles se sont déclenchées immédiatement. Le sucré-salé maintenait des normes de sécurité alimentaire impeccables et toutes les licences requises précisément pour éviter de telles situations. L'idée qu'Amandine ait pu engager une entreprise sans les certifications de base était choquante. Où sont Amandine et Jean-Luc maintenant? Ai-je demandé. Chez ta grand-mère. Il y a une réunion de famille d'urgence à 10 heures. Tout le monde s'attend à ce que tu sois là. J'ai regardé l'horloge. Cela me laissait juste assez de temps pour me doucher, m'habiller et y aller. J'y serai. Est-ce que je dois apporter quelque chose? Juste toi-même, a dit maman. Et peut-être un peu de patience. C'est tendu. Après une douche rapide, j'ai appelé Michel pour lui expliquer la situation et lui demander de s'occuper des préparatifs du jour sans moi. Il a accepté immédiatement, ajoutant, s'il y a quoi que ce soit que nous puissions faire pour aider, dis-le simplement. Une intoxication alimentaire est une terrible publicité pour nous tous dans le secteur. Je suis arrivé à la maison victorienne historique de ma grand-mère pour trouver plusieurs voitures déjà garées à l'extérieur, y compris la BMW bleue d'Amandine. Prenant une profonde inspiration, je me suis préparé à la scène émotionnelle qui m'attendait à l'intérieur. Grand-mère Marguerite a ouvert la porte avant que je puisse frapper. Ses cheveux argentés habituellement parfaits étaient légèrement en désordre, suggérant qu'elle avait été debout la majeure partie de la nuit. Geneviève, Dieu merci. Entre. Tout le monde est dans le salon. La tension dans l'air était palpable. En entrant dans le salon formel, j'ai vu Amandine assise sur le canapé, encore maquillée de la veille, mais avec des cernes sombres sous ses yeux gonflés. Elle avait clairement pleuré pendant des heures. Jean-Luc était visiblement absent. Tante Suzanne faisait les 100 pas près de la fenêtre tandis que mes parents étaient assis tranquillement dans des fauteuils adjacents. Deux de mes oncles étaient engagés dans des chuchotements animés près de la cheminée. La pièce est devenue silencieuse quand je suis apparu dans l'embrasure de la porte. Amandine a levé les yeux et, à ma grande surprise, a immédiatement fondu en larmes. Je suis tellement désolé, Geneviève, a-t-elle sangloté. Tu avais raison sur tout. J'aurais dû t'écouter. Cet aveu vulnérable de ma cousine habituellement sur la défensive m'a prise au dépourvu. Avant que je puisse répondre, elle a continué, le traiteur était une fraude totale. Il prétendait avoir toutes ces références et cette expérience, mais c'était juste des types avec une camionnette qui connaissaient quelqu'un avec qui Jean-Luc travaille. Nous les avons choisis parce qu'ils facturaient un tiers de ce que les autres demandaient. Elle a essuyé ses yeux, étalant davantage son mascara. Maintenant, des gens sont à l'hôpital. Le lieu de réception menace d'une action en justice, et les parents de Jean-Luc sont furieux. Où est Jean-Luc, ai-je demandé, remarquant son absence. À l'hôpital avec sa grand-mère, a répondu sèchement tante Suzanne, et en réunion avec l'avocat de leur famille. Je me suis assise en face d'Amandine. Je suis désolé que cela soit arrivé. Vraiment, la sécurité alimentaire n'est pas quelque chose avec laquelle on peut faire des compromis, surtout avec les fruits de mer en été. Je le sais maintenant, a dit Amandine doucement. Je pensais juste. Je pensais que tout le monde exagérait sur les coûts, que les traiteurs facturaient simplement des prix de mariage parce qu'ils le pouvaient.
Ma grand-mère s'est éclairci la gorge. Nous ne sommes pas ici pour chercher des coupables. Ce qui est fait est fait. Nous devons nous concentrer sur la limitation des dégâts. Tante Suzanne a cessé de faire les 100 pas. La raison pour laquelle nous t'avons appelé, Geneviève, c'est parce qu'Amandine et Jean-Luc essaient de sauver quelque chose de ce désastre. Ils ont réservé le petit salon de réception du manoir du lac pour demain soir afin d'accueillir la famille immédiate et les amis les plus proches qui n'ont pas été hospitalisés. Une sorte de réception de rattrapage. J'ai immédiatement compris où cela menait. Vous voulez que je sois le traiteur? Nous paierons ton tarif normal, quel qu'il soit, a dit Amandine rapidement. Pas de réduction, pas de discours sur la visibilité. Je le jure. Nous avons juste besoin de quelqu'un en qui nous pouvons avoir confiance. Et après hier, elle s'est interrompue, baissant les yeux sur ses mains. La pièce était silencieuse, tout le monde attendant ma réponse. Une partie de moi voulait souligner l'ironie de la situation, mais voir Amandine si sincèrement humble a enlevé tout désir de mesquinerie. De combien de personnes parle-t-on, ai-je demandé, passant en mode professionnel. Environ 50, a répondu Amandine. Juste la famille et le cortège. Les parents de Jean-Luc s'occupent des factures d'hôpital pour les invités affectés, donc nous pouvons nous permettre de faire les choses correctement maintenant. 50 personnes avec moins de 36 heures de préavis serait un défi, mais pas impossible. Je devrais passer quelques appels, faire venir du personnel supplémentaire. Le menu devrait être simplifié par rapport à une réception de mariage typique. Tout ce que tu peux faire sera mieux qu'hier, a dit doucement Amandine. Je ne suis plus difficile. Je veux juste quelque chose de sûr qui ne rendra personne d'autre malade. La vulnérabilité dans sa voix était si différente de la cousine que je connaissais que j'ai senti ma résistance fondre. J'aurai besoin d'un acompte aujourd'hui pour couvrir les coûts des ingrédients. Mon équipe et moi aurons besoin d'accéder à la cuisine du lieu au moins 5 heures avant le service. Fait, a hoché la tête Amandine rapidement. Tout ce dont tu as besoin. Ce qui a suivi a été un tourbillon d'activités. Je suis sorti pour appeler Michel, qui a immédiatement commencé à contacter notre personnel pour voir qui pouvait travailler sur un événement d'urgence. Ma mère m'a rejointe, proposant de s'occuper des desserts, sa spécialité. En 1 heure, nous avions esquissé un menu simple mais élégant qui pouvait être préparé rapidement, et Amandine avait viré la compte sur le compte de mon entreprise. Alors que les gens commençaient à se disperser pour gérer divers aspects de la gestion de crise, Amandine m'a prise à part dans le calme du porche d'entrée. Je dois dire cela correctement, a-t-elle commencé, me regardant droit dans les yeux pour peut-être la première fois de notre vie d'adulte. J'avais complètement tort sur tout. J'ai dévalorisé ton travail parce que je ne comprenais pas ce que cela impliquait. J'étais tellement concentré sur le fait d'avoir le mariage parfait que j'ai perdu de vue ce qui compte. C'est bon, ai-je commencé, mais elle a secoué la tête. Ce n'est pas bon. J'ai toujours profité de toi, et tu m'as toujours laissé faire. Ça s'arrête maintenant. Je paie le plein tarif pour demain, et je vais commencer à rembourser ces 2000 € que j'ai empruntés il y a 3 ans. La reconnaissance de cette vieille dette, que j'avais depuis longtemps considérée comme perdue, était peut-être le signe le plus clair que quelque chose avait véritablement changé chez Amandine. Hier a été humiliant, a-t-elle continué. Mais c'était aussi une prise de conscience. Jean-Luc et moi avions ce mariage de rêve que nous ne pouvions pas nous permettre, et au lieu d'ajuster nos attentes, nous avons fait des économies de bout de chandelle de manière dangereuse. Sa grand-mère est toujours à l'hôpital à cause de nos choix. Je lui ai serré la main. La sécurité alimentaire n'est pas quelque chose à laquelle la plupart des gens pensent jusqu'à ce que quelque chose tourne mal. Tu n'aurais pas pu savoir qu'ils étaient si négligents. Mais j'aurais dû faire confiance à une professionnelle, a-t-elle rétorqué. Ton opinion professionnelle. Au lieu de ça, j'ai essayé de te manipuler. Et quand ça n'a pas marché, j'ai trouvé quelqu'un qui m'a dit ce que je voulais entendre au lieu de ce que j'avais besoin de savoir. Nous sommes restés assis en silence pendant un moment, le poids des événements de la veille pesant entre nous. Je rendrai demain spécial, ai-je promis. Pas élaboré, mais élégant et sûr. Merci, a-t-elle murmuré. Pas seulement pour demain, mais pour avoir tenu bon quand j'ai essayé de profiter de toi. J'avais besoin de cette leçon, apparemment. Les 24 heures suivantes ont été un tourbillon d'activités. Michel et moi avons travaillé toute la nuit, préparant ce que nous pouvions à l'avance. J'ai fait appel à toutes les faveurs du personnel et des fournisseurs, expliquant la situation d'urgence. À ma grande surprise, tout le monde s'est mobilisé avec enthousiasme,
certains se portant même volontaires pour des heures supplémentaires non rémunérées après avoir entendu parler de l'incident d'intoxication alimentaire. Le lendemain soir, à 18h, nous avions transformé le petit salon de réception du manoir du lac en un espace de réception intime. Le menu était plus simple qu'un mariage typique, mais exécuté à la perfection, une sélection d'amuse-gueules chauds et froids, du poulet rôti aux herbes avec des légumes de saison, et la recette de tarte aux myrtilles de ma grand-mère pour le dessert. Chaque protocole de sécurité alimentaire a été suivi méticuleusement, avec des contrôles de température documentés et des conditions de service surveillées en permanence. L'atmosphère à l'arrivée des invités était sobre par rapport à une réception de mariage typique, l'urgence médicale étant encore fraîche dans tous les esprits. Mais alors que les gens commençaient à manger et à apprécier visiblement la nourriture sûre et délicieuse, l'ambiance s'est progressivement détendue. Amandine, dans une simple robe de cocktail blanche plutôt que sa somptueuse robe de mariée, a tenu à me remercier publiquement et à reconnaître son erreur de ne pas avoir valorisé l'expertise professionnelle. Jean-Luc, qui m'avait toujours semblé quelque peu arrogant, s'est approché de moi vers la fin de la soirée avec une humilité surprenante. « Ma grand-mère sortira demain », a-t-il dit. « Les médecins disent qu'elle se remettra complètement, heureusement. Je veux te remercier d'être intervenu comme ça. Tu as sauvé ce qui restait de notre célébration de mariage. Je suis juste contente d'avoir pu aider, ai-je répondu sincèrement. Amandine et moi avons discuté, a-t-il poursuivi. Nous allons mettre en place un plan de paiement pour couvrir l'intégralité de ton devis initial pour le mariage. Je sais que c'est après coup, mais il est important que nous réparions cela. Le geste, complètement inattendu, signalait un changement fondamental dans leur compréhension de la valeur professionnelle. C'est très généreux, mais pas nécessaire. L'événement d'aujourd'hui est suffisant. Nous insistons, a-t-il dit fermement. Il s'agit de respecter ton entreprise et de reconnaître notre erreur. Alors que la petite réception touchait à sa fin, plusieurs invités se sont approchés de moi avec des cartes de visite et des demandes de renseignements sur des événements futurs. Le père de Jean-Luc, un homme d'affaires influent qui m'avait à peine remarqué auparavant, a tenu à complimenter la nourriture et à discuter d'événements d'entreprise potentiels. La visibilité qu'Amandine avait initialement promise se matérialisait ironiquement maintenant par une appréciation sincère plutôt que par une obligation. Dans les semaines qui ont suivi, le sucré-salé a reçu plus de demandes que je ne pouvais en gérer, beaucoup provenant des invités de la réception de rattrapage. Amandine et Jean-Luc ont effectivement mis en place un plan de paiement, effectuant des versements réguliers sans qu'on le leur demande. La dynamique de notre famille a également changé, tante Suzanne montrant un respect nouveau pour mon sens des affaires et ma grand-mère racontant fièrement à ses amis l'histoire de sa petite-fille, la chef professionnelle. Le changement le plus significatif, cependant, a été dans ma relation avec Amandine. Le désastre avait balayé la prétention et la compétition qui avaient caractérisé nos interactions pendant des années. À sa place a grandi quelque chose de plus authentique, une relation basée sur le respect mutuel plutôt que sur l'obligation ou la manipulation. Elle a commencé à passer à la cuisine de temps en temps, sincèrement intéressée à en apprendre davantage sur l'entreprise qu'elle avait autrefois méprisée. 6 mois plus tard, alors que le sucré-salé déménageait dans un local de cuisine plus grand pour accompagner notre croissance, Amandine a apporté du champagne à la petite célébration avec mon personnel. Alors que nous portions un toast à l'expansion, elle m'a prise à part. J'ai plus appris de mon désastre de mariage que de n'importe quoi d'autre dans ma vie, a-t-elle confessé. Sur l'humilité, sur le respect de l'expertise, sur la différence entre l'apparence et la substance. Parfois, les leçons les plus difficiles sont celles dont on se souvient, ai-je répondu. Je suis juste reconnaissante que tu aies encore été prête à aider après la façon dont je t'ai traité. Tout le monde n'aurait pas été aussi indulgent. J'ai réfléchi à cela un moment avant de répondre. Je pense que c'est ça, le vrai sens de la famille. Pas de faire tout ce que quelqu'un demande quel qu'en soit le coût, mais d'être là quand ça compte vraiment, même après un conflit. Il s'agit de respect et de limites, pas d'obligation aveugle. En repensant à cet été tumultueux, j'ai réalisé à quel point nous avions tous grandi à partir de ce qui avait commencé comme une simple demande de service traiteur gratuit. J'avais appris à rester ferme sur ma valeur professionnelle, même face à la pression familiale. Amandine avait appris à respecter l'expertise des autres et le véritable coût des économies de bout de chandelle. Notre famille avait développé une manière plus authentique de se soutenir, basée sur un respect sincère plutôt que sur l'obligation. Parfois, les leçons les plus précieuses sont enveloppées dans les expériences les plus difficiles. Et parfois, ce qui semble être un désastre peut en fait être le début de quelque chose de meilleur, de plus honnête et de plus durable.
J'avais perdu un mariage, mais j'avais gagné une relation familiale plus saine et une entreprise florissante construite sur la juste valorisation de mon travail.